Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis François Barbier, PH en réanimation médicale à l'hôpital d'Orléans, et donc nous allons parler pendant un petit peu moins d'une heure des pneumonies associées aux soins. Vous avez mon adresse mail en bas de la diapositive si vous avez des questions pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister au module en raison des grèves. Voici ma déclaration de conflit d'intérêts sans lien majeur avec le sujet de la présentation du jour. Donc le plan de la présentation, on va passer rapidement en revue les points suivants et commencer directement par l'historique du concept de ces pneumonies associées aux soins qui part essentiellement des recommandations 2005 de l'American Thoracic Society et de l'Infectious Disease Society of America. L'idée est que on distingue très schématiquement les pneumonies nosocomiales dans la partie haute de la diapositive, on n'en parlera pas aujourd'hui, et puis les pneumonies qui surviennent chez les malades non hospitalisés, et dans cette catégorie on va distinguer les pneumonies qui surviennent chez des patients immunodéprimés, donc ça on n'en parlera pas du tout aujourd'hui, ou très peu, parce que c'est bien évidemment un sujet à part entière, et puis lorsque ces pneumonies chez des patients non hospitalisés surviennent chez des patients qui sont non immunodéprimés, eh bien, on les définit traditionnellement comme des pneumonies aiguës communautaires, avec donc cette entité particulière qui se glisse un petit peu entre les deux, qui est celle de ces pneumonies associées au bien. Ce concept, en fait, tout part d'un papier de Marine Koleff, publié il y a maintenant 15 ans dans Chest, une grosse cohorte de patients avec uniquement des pneumonies documentées. Ça, c'est un premier point important, c'est que dans cette cohorte, toutes les pneumonies aiguës communautaires qui n'étaient pas documentées sur le plan bactériologique et qui représentent donc une proportion très importante de ces pneumonies communautaires étaient exclues. Donc, ce qui modifie bien évidemment le dénominateur des résultats que je vais vous montrer juste après. Et dans ce travail original, les auteurs, donc Marine Koleff et ses collaborateurs, avaient défini les critères pour parler de pneumonie associée aux soins par opposition à des pneumonies communautaires classiques, par l'existence d'un ou de plusieurs des facteurs de risque suivants, c'est-à-dire un transfert d'une structure de soins ou un patient en hémodialyse chronique ou une hospitalisation dans les 30 jours précédents. Et donc, dans cette catégorie de patients qui présentaient un ou plusieurs de ces trois facteurs de risque, les auteurs ont montré une incidence élevée, très élevée, de bactéries multirésistantes, avec, vous le voyez dans la colonne du milieu qui est surlignée en bleu, entre à peu près 20% de Staph aureus résistant à la méticilline et 25% de pneumonie à Pseudomonas aeruginosa. Et vous voyez que ces prévalences de BMR dans ces HCAP était finalement tout à fait comparable, voire presque supérieur à ce qui était observé dans les pneumonies nosocomiales vraies et dans les pneumonies acquises sous ventilation mécanique complètement à droite du tableau. C'était déjà un petit peu étonnant en soi, et ce qui était tout aussi étonnant et ce qui posait quand même quelques questions méthodologiques, c'est que dans les pneumonies communautaires, eh bien, vous voyez qu'on avait également énormément de Staph aureus métillaire, 10%, hein, ce qui n'est pas du tout des prévalences habituelles dans les autres séries de la littérature, et 17% de pseudomonas dans ces pneumonies communautaires. Donc il y avait dès le départ peut-être un problème de classification des patients, et en tout cas ce qui est certain c'est qu'encore une fois, seules les pneumonies documentées étaient incluses dans ce travail, ce qui modifiait considérablement les prévalences, parce qu'il y avait probablement 50 à 60% de pneumonies non documentées, ce qui divisait mathématiquement ces prévalences par deux, voire un peu plus. De ce seul papier, donc qui est une étude de cohorte, l'American Thoracic Society et l'IDSA ont publié la même année des recommandations dont vous aviez peut-être entendu parler, et ces recommandations définissaient un certain nombre de facteurs de risque de pneumonie à bactéries multirésistantes pour les pneumonies nosocomiales et les PAVM et ces pneumonies associées aux soins, avec comme facteur de risque spécifique de ces HCAP le fait d'avoir été hospitalisé au moins 2 jours dans les 3 mois précédents, le fait de vivre en institution, d'avoir des soins infirmiers à domicile, notamment pour des soins d'ulcères ou de plaies chroniques, être en hémodialyse chronique, et avoir un ou plusieurs porteurs de bactéries multirésistantes dans l'environnement familial, ce qui est en général une information dont on ne dispose bien évidemment pas lorsque le malade arrive en réanimation. L'idée
de ces facteurs de risque était une idée pragmatique, en fait, qui conditionnait directement le choix de l'antibiothérapie probabiliste. Et vous voyez que dans ces recommandations qui ont maintenant 15 ans, il était recommandé d'utiliser le même type d'antibiothérapie probabiliste pour les patients qui présentaient ces facteurs de risque de BMR, mais hors hospitalisation, donc c'est HCAP, la même antibiothérapie probabiliste que pour des malades qui développaient une pneumonie nosocomiale vraie ou une pneumonie active sous ventilation mécanique. C'est-à-dire que pour un malade qui avait été hospitalisé au moins 48 ans dans les 3 mois précédents, ou qui était en hémodialyse chronique, ou qui avait des soins infirmiers à domicile, eh bien, il était recommandé d'utiliser une bithérapie probabiliste active sur Pseudomonas aeruginosa et éventuellement d'associer une molécule active sur Staph aureus résistant à la méticine. Donc pour des malades non hospitalisés qui avaient des facteurs de risque, donc on va le voir, pas si évident que ça, les recommandations étaient d'utiliser une voire une trithérapie probabiliste à spectre extrêmement large, active sur piocyanique et éventuellement les SARM. Alors, ça c'était donc l'étude de départ, et on va le voir, en fait, il y a eu dans les années qui ont suivi d'autres études de cohorte qui n'ont pas montré tout à fait les mêmes résultats, loin de là. Alors, ça c'est un travail important qui avait été publié dans la GRCCM plusieurs années après, en 2013, qui était réalisé au Japon, donc encore une fois une grosse cohorte, hein, quasiment 1500 malades, avec des pneumonies communautaires vraies et des pneumonies associées aux soins sur les critères ATS-IDSA 2005. Et ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est qu'en fait, certes, on retrouvait une prévalence élevée enfin plus élevée de BMR chez les patients qui avaient des facteurs de risque de HCAP, en tout cas des facteurs définissant des HCAP, mais que là encore on retrouvait des prévalences qui n'étaient pas tout à fait celles qu'on voit dans les séries européennes habituelles. Vous voyez notamment pour les entérobactéries, 16% de pneumonie du communautaire entérobactérie, c'est pas du tout ce qu'on voit dans nos cohortes. Et bon, ce travail était un petit peu dans le même sens que celui de Kolev, c'est-à-dire avec des prévalences qui étaient plus élevées, sans forcément être très élevées. Vous voyez, pour Pseudomonas, on était à 8%, et donc très en dessous des 25% que Kolev avait décrit dans sa cohorte américaine. Mais globalement, l'impression que cette épidémiologie globale n'était pas celle des pneumonies du communautaire. Vous voyez que les pneumocoques ne représentaient que 17% des PAC, et là encore, on peut se poser des questions sur les critères de classification des patients qui avaient été utilisés dans cette étude. Et l'autre point essentiel, c'est que la majorité des patients qui présentaient des pneumonies associées aux soins n'étaient pas des patients qui avaient été hospitalisés récemment, ou des patients en hémodialyse chronique, ou des patients qui avaient été récemment exposés aux antibiotiques, mais essentiellement des patients institutionnalisés, avec le plus souvent un terrain cérébrovasculaire, des patients gravatisés, alimentés par son nasogastrique, donc en tout cas des malades avec des terrains extrêmement débilités, sans sens péjoratif du tout à ce terme-là, et qui ne représentent pas forcément les malades qu'on va voir arriver en réanimation, ou au moins aux urgences, avec une antibiothérapie récente ou une hospitalisation. Et donc il y a eu dans la foulée un certain nombre d'études européennes qui ont montré des résultats complètement différents. Donc cette étude est une étude espagnole, publiée dans CMI en 2011, et les auteurs ont eu une approche intelligente. Ils ont classé les malades en groupes en fonction des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe, qui était sans doute un très bon principe, on va le voir, que tous les facteurs de risque n'étaient pas égaux en termes de prédiction du risque de BMR, et qu'il fallait distinguer différentes catégories, donc des malades qui avaient des soins infirmiers à domicile, des malades qui étaient en hémodialyse chronique ou qui avaient été hospitalisés récemment, des malades qui étaient en soins de long séjour ou dans l'équivalent d'EHPAD en France, et de voir un petit peu, en fonction de ces différents groupes de patients, en fonction de leurs facteurs de risque, quelle était l'épidémiologie bactérienne de ces aux soins. Et le tableau est, vous pouvez vous amuser à le lire si vous voulez, mais globalement, ce qu'il faut retenir de ce travail, c'est que quel que soit le groupe, quelle que soit la catégorie de facteurs de risque considérée, eh bien, il y avait très peu de SARM, très peu de souches résistantes de Pseudomonas aeruginosa, très peu de BLSE, et qu'en tout cas, il n'y avait pas de différence significative en termes d'adéquation de l'antibiothérapie initiale d'un groupe à l'autre. Et la principale différence était qu'on avait plus de pneumonie d'inhalation chez les patients institutionnalisés, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe dans notre pratique quotidienne à l'hôpital. Donc en tout cas, ce travail européen remettait un petit peu en question les données des études américaines et japonaises, et en tout cas soulignait le fait que l'épidémiologie de cette pneumonie associée aux soins en Europe n'était pas forcément la même
qui avait été rapporté ailleurs. Et il y a eu d'autres travaux qui ont montré sensiblement la même chose. Ça, c'est une cohorte anglaise publiée dans CID en 2011, donc avec comme principaux facteurs de risque chez ces patients le fait d'avoir été hospitalisé récemment ou de vivre en long séjour. Il y avait une toute petite minorité de patients chroniques. Et là encore, eh bien certes, on voit peut-être un peu plus de bactéries multirésistantes de type Pio ou MRSA ou entérobactéries dans les malades qui présentaient ces facteurs de risque, mais les différences n'étaient pas statistiquement significatives, et en tout cas on est sur des prévalences très faibles qui peuvent poser question lorsqu'il s'agit de choisir l'antibiothérapie probabiliste la plus adaptée, celle qui a le plus de chances d'être active sur de la pneumonie. Puis je pourrais vous montrer beaucoup d'autres séries européennes qui ont sensiblement toutes montré la même chose. Celle-ci est l'une des plus récentes. Elle est intéressante parce qu'elle est réalisée en Hollande, donc dans un environnement, vous le savez, qui est à très faible prévalence de bactéries multirésistantes. Et là, vous voyez qu'en fait, entre CAP et HCAP, on est vraiment sur une épidémiologie tout à fait comparable, avec des différences qui ne sont significatives pour aucun des pathogènes potentiellement multirésistants auxquels on s'intéresse aujourd'hui, notamment Pseudomonas et les entérobactéries résistantes au C. Alors une question qu'on pourrait se poser, parce que les séries que je viens de vous montrer sont des séries qui pour la plupart incluaient les malades non hospitalisés en réanimation, c'est de savoir si l'épidémiologie bactérienne de ces pneumonies associées aux soins est différente lorsqu'on se concentre spécifiquement sur les formes graves qui sont en réanimation. On n'a pas beaucoup de papiers qui permettent de répondre à cette question. Il y a celui-ci qui a été publié dans Intensive Care Medicine en 2014 et qui montre, en fait, donc sur une cohorte espagnole d'à peu près 700 patients, la même chose que ce qui a été observé dans les cohortes conduites en dehors de la réanimation, à savoir qu'il y a finalement pas beaucoup plus, voire une proportion identique de bactéries multirésistantes et notamment de bacilles gram négatifs dans ces pneumonies associées aux soins de mise en réanimation par comparaison aux pneumonies aiguës communautaires vraies sans facteur de risque admises elles aussi en réanimation. Et donc globalement les SARM, les PIO et les entérobactéries dans cette cohorte représentaient moins de 5% des pneumonies associées aux soins admises en réanimation, et encore une fois de pneumonies associées aux soins sur les critères IDSA de 2005. Donc si on synthétise un petit peu tout ça, il y a des littératures, enfin des cohortes dans la littérature qui sont hétérogènes en termes de population de patients. Dans certaines, on voit des maladies immunodéprimées, dans d'autres, les immunodéprimés sont exclus. La définition même de l'immunodépression est variable d'un travail à l'autre. On parle en général de long-term care facilities. Donc c'est un terme un petit peu générique dont la traduction française n'est pas évidente. Est-ce qu'il s'agit de maisons de retraite médicalisées, d'EHPAD, de soins de longue durée? C'est pas très clair. En tout cas, on ne sait pas comment appliquer ça, nous, dans notre pratique de réanimateur français. La durée d'hospitalisation, le délai, pardon, depuis la dernière hospitalisation était variable hein, pour définir le risque, 30 jours dans certaines cohortes, 90 dans d'autres. Et ce que je vous ai montré, donc, c'est que la prévalence de bactéries multirésistantes était extrêmement variable, en tout cas très supérieure dans les séries US et asiatiques par comparaison aux séries européennes, qu'il s'agisse du SARM, vous voyez qu'on va de 1% à 26%, du PIO, on va de 1%, 1,5% à 17% dans le papier de Colef, et les entérobactéries, ça va de 2% à 16%. Donc évidemment, sur ces données de la littérature, il est très compliqué de dégager des tendances fiables qui vont permettre d'optimiser le choix de l'antibiothérapie probabiliste. Et puis un point important, vous l'avez vu également, c'est que les patients qui vont présenter ces pneumonies associées aux soins tels qu'on les retrouve dans la littérature, notamment nord-américaine et asiatique, n'ont pas tous besoin du réanimateur. Il s'agit le plus souvent de patients très âgés, avec des terrains très altérés, et on peut se demander si bon nombre de ces pneumonies associées aux soins rentrées dans ces cohortes américaines et asiatiques n'étaient pas tout simplement des pneumonies d'inhalation terminale chez les patients en fin de vie, et donc qui ne relevaient pas forcément d'une prise en charge réanimatoire, et avec une approche en termes de choix de l'antibiothérapie probabiliste qui est bien évidemment pas la même que pour un malade qui arrive en réanimation en bon état général et qui a juste été hospitalisé quelques jours dans les 3 mois précédents.
Et il y a eu, donc sur la base de ces études un petit peu discordantes, un certain nombre de travaux de synthèse, et notamment cette méta-analyse de CID en 2014, et vous voyez que cette méta-analyse a montré très clairement que l'on considère tous les pathogènes ensemble, ou que l'on regarde séparément MRSA, entérobactéries et Pseudomonas aeruginosa, eh bien ces critères de l'ATS 2005 étaient ni sensibles ni spécifiques pour prédire l'implication d'une bactérie multirésistante dans le processus infectieux qui amène à l'hôpital. Et ce qui était tout à fait intéressant dans cette méta-analyse, c'est que les auteurs se sont amusés à calculer combien de patients il faudrait traiter de façon très large pour éviter un traitement inadéquat. Et vous voyez qu'en fonction du pathogène considéré et de l'environnement considéré, eh bien, il faut traiter de 10 patients, donc ce qui est plutôt pas beaucoup, hein, parce que s'il y a un patient sur 10 qui risque de BMR, ça vaut le coup de taper large sur l'antibiothérapie probabiliste, mais ça peut aller jusqu'à 300 patients à traiter pour éviter un traitement initial inadéquat. Donc bien évidemment, en termes d'usage raisonné des antibiotiques, ce n'est pas recevable de faire un petit peu mieux. Et l'autre élément, indépendamment des critères prédictifs, c'est qu'un certain nombre de travaux se sont également intéressés à l'impact pronostic de l'application de ces critères et de l'antibiothérapie probabiliste large qui en découlait lorsqu'ils étaient présents, et notamment ce travail du Jack en 2015 qui a montré que l'application stricte de la définition et l'utilisation stricte des recommandations 2005 avec la mise en route d'un traitement très large pour les patients avec facteurs de risque ne modifiait pas la mortalité de ces malades sur l'ensemble de la population étudiée, ne modifiait pas non plus la durée de séjour à l'hôpital ou les coûts associés aux soins. Donc il ressortait de toute cette littérature qu'on était à l'évidence sur une entité extrêmement hétérogène, à contours flous et dont l'impact pragmatique pour le choix de l'antibiothérapie initiale était loin. Et donc il y a un certain nombre d'auteurs hein, qui ont écrit dans les revues internationales qu'il fallait se poser beaucoup de questions sur cette définition. Et ce papier qui vient de sortir dans CMI par des experts internationaux hein, de la thématique des infections pulmonaires reprend en fait ces différents éléments. Les pneumonies associées aux soins surviennent en général chez des patients plus âgés avec plus de comorbidités. La mortalité elle est très variable et en tout cas elle semble essentiellement conditionnée par le terrain sur lequel surviennent ces infections pulmonaires. Certes, on peut avoir une incidence un petit peu plus élevée de SARM et de PIO, et dans une moindre mesure d'entérobactéries, mais globalement les différences sont souvent à la marge, et notamment pour les séries européennes. Le choix d'une antibiothérapie probabiliste extrêmement large, en concordance avec les guidelines ATS 2005, ne réduisait pas la mortalité globale sur la base de 4 études observationnelles à effectifs importants, et je vous ai montré l'une de ces 4 études qui a été publiée donc dans le JAC. Et globalement, les auteurs sont d'accord avec le fait que les critères IDSA n'étaient pas assez fiables et qu'il fallait affiner les choses et qu'il y a un certain nombre de scores prédictifs qui avaient été publiés après ces recommandations 2005, notamment le score DRIP, dont je vais vous parler un petit peu après, et qui était manifestement plus performant que les critères ATS pour identifier les malades à risque de bactéries multirésistantes. Et encore une fois, la mortalité est conditionnée par le terrain sur lequel surviennent ces pneumonies, plus peut-être que par la classification de ces pneumonies selon qu'elles sont liées ou pas à une bactérie multirésistante. Et donc, les auteurs, comme d'autres, recommandaient d'abandonner cette classification, et on verra à la fin comment la répondu à tout ça. Alors, comment peut-on prédire l'implication d'une bactérie multirésistante de manière plus précise qu'en utilisant ces critères extrêmement larges et non spécifiques au début? Eh bien, c'est quelque chose qui est dans tous les cas extrêmement important. On ne peut pas se permettre de traiter de façon extrêmement large tous les malades qui se présentent avec une infection pulmonaire en ayant eu un facteur de risque de type hospitalisation dans les 3 mois précédents sans réfléchir plus que ça. Certes, ce qui conditionne en partie la mortalité des infections à bactéries multirésistantes, c'est le risque d'inadéquation d'antibiothérapie probabiliste, et c'est tout le rationnel du sujet de ce cours, mais d'un autre côté, et ça vous le savez très bien, vous l'avez vu je crois déjà dans les modules précédents et vous continuerez à le voir tout au long du DU, c'est que plus on utilise d'antibiotiques, et notamment de molécules dites à spectre large, hein, si tant est qu'on sache bien définir ce dont il s'agit, et bien plus on entretient finalement la problématique de la résistance. Donc le risque à vouloir faire très large pour tout le monde et finalement de créer de la résistance sans forcément rendre service aux... Et donc, comme je vous le disais,
il y a un certain nombre de scores qui ont été proposés. Ils apparaissent à droite là, de la courbe ROC, euh, sur la base donc, des papiers que je vous avais cités précédemment, et celui-ci est le plus récent. 2016, AAC, donc c'est un score qui est bâti sur une corde de calibration et une corde de validation nord-américaine. Et ce score, pour faire vite, semble un peu plus performant que les autres en termes d'air sous la courbe ROC, mais c'est pas forcément ça l'important parce que vous n'utiliserez probablement pas ce score dans votre pratique de tous les jours. Je crois que pas grand monde l'utilise. Ce qui est important, c'est de voir dans quelle mesure les facteurs de risque sont pondérés. Hein, c'est-à-dire qu'on ne met plus tous les facteurs de risque sur le même degré de prédiction d'une bactérie multirésistante, mais sur la base donc, de la cohorte de calibration, eh bien, ces facteurs de risque ont été pondérés et vous voyez que les principaux facteurs de risque, en tout cas ceux qui rapportent le plus de points, c'est le fait d'avoir déjà eu une infection par un DRP, donc c'est un Drug Resistant Pathogen, donc une bactérie multirésistante, le fait d'avoir une sonde gastrique qui est quand même le reflet d'une certaine perte d'autonomie et d'une grabbatisation et d'une charge en sang élevée qui favorise probablement la transmission croisée de bactéries multirésistantes, le fait de vivre dans un établissement de long séjour, et surtout, on va y revenir, le fait d'avoir reçu des antibiotiques dans les 60 jours précédents qui représentent, vous allez le voir, probablement le principal facteur de risque, hein, ça c'est quelque chose qui est bien connu maintenant, de développer une infection respiratoire à bactéries multirésistantes. Et les autres facteurs de risque, on va dire classiques, et notamment le fait d'avoir été hospitalisé dans l'année précédente était dans cette cohorte moins coté, un point seulement, versus 2 points pour l'antibiothérapie récente. Donc ça, c'est un score qui est intéressant parce qu'on avait déjà cette notion de pondération des facteurs de risque et qui ne sont à l'évidence pas tous égaux en termes de l'implication d'une BMR. Et ce score a été validé de façon externe dans une petite cohorte qui a été publiée l'an dernier dans le JACC, et vous voyez que quand on l'applique, eh bien effectivement, on utilise moins de molécules actives sur MRSA, donc l'inésolide, vancomycine, ceftaroline ou ce que vous voulez, et moins de molécules anti-Pseudomonas aeruginosa, sans que cela soit associé avec un pronostic péjoratif en termes de risque de réadmission ou de délai de résolution clinique. Bon, donc voilà, encore une fois, ce score, vous ne l'utiliserez probablement pas dans votre pratique de tous les jours, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les facteurs ne sont pas tous égaux, et ce score donc, a été bâti sur cohorte données, et il y a eu d'autres papiers de validation externe, et puis il y a surtout d'autres séries qui ont montré la même chose. Hein. Ça, c'est un autre travail américain d'André Khalil, donc il y a un autre expert international de la thématique des infections respiratoires, en particulier à bactéries multirésistantes. Et donc sur cette cohorte, eh bien, vous voyez que le risque associé à une antibiothérapie dans les 90 jours précédents était tout à fait significatif. On retrouvait également le fait d'être hospitalisé dans un soin de long séjour, ou ce qu'on pourrait appeler une EHPAD en France. On retrouvait le poids prédictif très important d'avoir déjà été infecté ou au moins d'être colonisé avec une bactérie multirésistante, en l'occurrence du SARM ou du PIO. Et ce qui est très important, c'est que vous voyez que le nombre de jours passés à l'hôpital dans les 90 jours précédents était un facteur de risque indépendant, mais au-delà donc d'une certaine durée d'hospitalisation. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir été hospitalisé ou pas dans les 3 mois précédents n'avait pas d'impact indépendant sur le pronostic. C'est-à-dire qu'un malade qui va être hospitalisé 48 heures dans un service où il y a peu de bactéries multirésistantes, qui n'est pas colonisé et qui n'a pas pris d'antibiotiques au cours de son hospitalisation, il est a priori à très faible risque, s'il est réanimé avec une pneumonie dans les 3 mois, d'être infecté avec une bactérie multirésistante. Et c'est vraiment la durée d'hospitalisation, plus que le simple fait d'avoir été hospitalisé, qui va moduler ce risque de bactéries multirésistantes. Et là encore, on est sur des choses qui sont très logiques. Plus longtemps vous allez rester à l'hôpital, plus vous allez être exposé à des phénomènes de transmission croisée et à un risque d'acquisition d'un portage de bactéries multirésistantes qui fera ensuite le lit d'une infection pulmonaire en l'occurrence, ou d'un autre organe. Mais ce n'est pas le simple fait d'avoir été hospitalisé sur une durée très courte qui va démultiplier de manière très significative votre risque de développer une infection pulmonaire résistante. Un travail européen d'Anthony Torres qui a finalement montré un petit peu la même chose. Donc une grosse cohorte barcelonaise de pneumonie aiguë communautaire documentée. Donc là encore, vous voyez qu'il y a eu finalement très peu d'infections à BSE, PIO et SARM. C'était 6% au total
de ces pneumonies documentées. Donc encore une fois, c'est des pneumonies documentées. Donc si on prend toutes les pneumonies, sachant qu'il y en a au moins la moitié qui ne sont pas documentées, voire plus, on est très en dessous des 6%, et donc mathématiquement, on est même en dessous des 3% pour ces germes-là sur cette cohorte qui a été conduite donc, juste à côté de la France, de l'autre côté. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de Torres a retrouvé la même chose que dans les autres papiers, à savoir le poids prédictif d'une antibiothérapie récente dans la modulation du risque d'avoir une infection pulmonaire multirésistante. Et puis, si on revient sur le papier de Caratala que je vous ai montré au début du topo, vous vous souvenez le papier espagnol avec les 4 groupes en fonction des facteurs de risque, eh bien, si on se focalise sur le groupe des malades avec hospitalisation récente, eh bien, vous voyez que l'incidence des BMR est très faible, hein, et en tout cas absolument pas supérieure à celle qu'on observe dans les pneumonies aiguës communautaires vraies. Donc ce qu'il faut retenir de ces différents papiers, c'est que l'hospitalisation en soi est un facteur de risque d'acquisition de BMR et donc de pneumonie ultérieure à BMR. Si vous restez suffisamment longtemps à l'hôpital pour être exposé à un phénomène de transmission croisée, et a fortiori si vous prenez des antibiotiques. Voilà. Vous savez que pour acquérir une BMR, il faut une pression de colonisation avec des bactéries de l'environnement hospitalier, et il faut une altération de vos flores commensales, une altération de la résistance à la colonisation de vos flores commensales. Et si vous avez une flore qui n'est pas altérée par les antibiotiques et que vous passez très peu de temps à l'hôpital, eh bien le risque d'acquisition d'une BMR il est extrêmement faible, et le risque de s'infecter avec cette BMR dans les 3 mois qui suivent votre sortie, il est en pratique quasiment négligeable. Donc ça montre bien que tous ces facteurs de risque ont le poids. Alors, ce qui peut être également intéressant et finalement peut-être plus pragmatique, plus opérationnel comme approche, c'est de se positionner ensuite devant certaines vignettes cliniques ou de prendre pathogène par pathogène les facteurs de risque spécifiques, et donc en l'occurrence pour, encore une fois, Pio, SARM et entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération, parce que c'est finalement ça qui va conditionner le choix de votre antibiothérapie probabiliste. Donc une catégorie de patients qui me semble très important, parce que ça c'est des malades qu'on voit assez fréquemment en réanimation et on est en général assez embêté sur le choix de l'antibiothérapie probabiliste, et bien c'est des malades hémodialysés chroniques. Hein. On a parlé des hospitalisations récentes, on a parlé de l'antibiothérapie récente, mais souvenez-vous, dans les critères 2005, il y avait l'hémodialyse chronique comme facteur de risque de pneumonie à bactéries multirésistantes, en tout cas comme facteur définissant les pneumonies associées aux soins. Et ça, je crois qu'on peut toujours considérer que les pneumonies qui surviennent chez les patients en hémodialyse chronique sont des pneumonies associées aux soins. La question est de savoir si les données de littérature justifient l'utilisation d'une antibiothérapie empirique à très large spectre, en pratique active sur Pseudomonas aeruginosa, lorsque ces malades arrivent dans nos services d'infection pulmonaire. Alors le premier point, pour positionner un petit peu la problématique, ça je crois que c'est important, c'est que les pneumonies, c'est des infections qui sont très fréquentes chez les patients hémodialysés chroniques. C'est des malades qui sont en général âgés, des malades qui sont volontiers diabétiques, qui sont immunocompromis par l'insuffisance rénale chronique, des malades qui vont être donc voilà, globalement altérés, fragiles et qui développent plus fréquemment que d'autres des infections respiratoires basses. Et ça, c'est un papier américain très récent, hein, une étude à très grande échelle sur des réseaux d'hémodialyse chronique aux US, qui a été publié dans la JKD l'an dernier, et vous voyez que le taux d'incidence des hospitalisations pour pneumonie chez ces patients hémodialysés chroniques, il est très élevé. Il est de l'ordre de 8 à 10 séjours pour 100 années patientes. C'est-à-dire que vous prenez 100 hémodialysés chroniques sur un an, il y en a 10 qui vont être hospitalisés pour une infection pulmonaire. Donc c'est effectivement une question très fréquente, et le problème c'est que lorsque ces malades hémodialysés chroniques ont besoin d'être hospitalisés parce qu'ils ont une pneumonie, bon, soit ils vont en néphrologie, mais s'ils deviennent hypoxiques, ils ne vont pas y rester très longtemps, et donc en général, ils viennent en réanimation. Donc ces malades, c'est nous qui les voyons, plus sans doute que les infectiologues ou les internistes, parce qu'il faut gérer l'hémodialyse chronique autour. Et on n'a pas beaucoup de papiers, malheureusement, pour traiter cette question correctement, mais il y a au moins ce papier qui est un papier français, parisien, conduit par l'équipe de l'hôpital Tenon, qui a été publié il y a quelques années maintenant dans le Journal of Infection. C'est pas une grosse cohorte, mais il y a des messages tout à fait intéressants. 135 malades admis en réanimation, donc des malades avec soit une insuffisance rénale chronique évoluée, donc en pratique préterminale, ou en tout cas une maladie rénale au minimum de stade 3, et
ou pardon, une hémodialyse chronique. Et vous voyez qu'à peu près un tiers des malades de ces patients néphropathes ou dialysés chroniques admis dans le service de réanimation étaient admis pour un problème infectieux. Les problèmes infectieux les plus fréquents étaient urinaires, mais des infections pulmonaires sur l'histogramme venaient en deuxième position en fréquence. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'il y avait 12% de ces hémodialysés chroniques qui étaient colonisés au niveau digestif à BLSE à l'admission en réanimation. Il y avait 3% de ces hémodialysés qui étaient colonisés au niveau nasal à SARM à l'admission en réanimation, et que dans cette cohorte, il n'y a eu aucune pneumonie à BLSE ou à SARM. Par contre, il y avait de manière assez surprenante quelques pneumonies à Pseudomonas aeruginosa, et je crois que le lien entre l'insuffisance rénale chronique et ces pneumonies à Pseudomonas aeruginosa, il est encore une fois lié à l'antibiothérapie, la pression de sélection des antibiotiques, hein, parce que c'est des malades qui vont quand même assez régulièrement être exposés aux antibiotiques, et c'est probablement ça qui explique qu'on trouve, avec une fréquence non négligeable, des infections à pieux spécifiques de patients. Et pour vous montrer que c'est pas uniquement un effet centre lié au recrutement spécifique de ce service parisien, eh bien, le peu d'autres cohortes des patients hémodialysés chroniques qui arrivent en réanimation avec une infection pulmonaire ont retrouvé sensiblement la même chose. Ça, c'est une cohorte coréenne avec un effectif sensiblement comparable. Vous voyez qu'il y avait là encore 7% de Pseudomonas aeruginosa comme agent infectieux responsable de la pneumonie, avec comme particularité dans cette cohorte coréenne, bon, un peu plus d'Acinetobacter baumannii, mais ça c'est constant dans les séries d'infections graves conduites dans des pays à climat chaud. Il y a plus d'acinéto dans ces pays-là, peu importe. Et puis un petit peu plus de SARM, mais la prévalence du portage nasal n'était pas renseignée dans ce travail. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit chez les patients hémodialysés chroniques, sur la base de ces études rétrospectives, avec des effectifs patients limités pour la plupart, un petit peu d'infection pulmonaire à Pseudomonas, et c'est peut-être quelque chose les antibiotiques à administrer à ces patients lorsqu'ils arrivent en réa. Deuxième population de patients, on va dire, spécifiques, c'est les patients âgés et les patients institutionnalisés. C'est pas forcément des malades qu'on va avoir très fréquemment en réanimation, mais on est maintenant, j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, de plus en plus sollicité par les collègues des urgences ou des étages pour discuter de l'admission en réanimation de patients de plus de 80 ans et parfois de patients qui vivent en institution mais avec un niveau d'autonomie correct et des fonctions cognitives peu altérées ou pas altérées, et donc des malades pour lesquels on se pose maintenant quotidiennement la question de l'admission en réanimation. Et quelle est l'épidémiologie bactérienne des pneumonies que l'on voit chez ces patients âgés? Encore un papier d'Anthony Torres qui avait synthétisé la littérature disponible sur ce sujet. C'est un papier de l'an dernier, donc c'est la littérature, on va dire, une revue de littérature up-to-date. Et vous voyez que, eh bien, on peut voir dans certaines cohortes beaucoup de pseudomonas, pas mal de staph doré et un petit peu plus peut-être de pneumocoque que dans d'autres séries, mais donc en tout cas du pio dans jusqu'à 15% des cas, et puis du staph doré de manière relativement fréquente, y compris des SARM, on va y revenir, et là encore c'est probablement expliqué par la pression de sélection préalable, par d'autres lignes d'antibiotiques de façon peut-être plus fréquente chez ces malades que chez les malades plus jeunes. Et qu'est-ce qu'on a comme données en termes de pneumonie spécifiquement chez les patients qui vivent en institution? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je voulais vous montrer ce papier français, EJCMID 2016. Alors, c'est une toute petite cohorte, hein, vous voyez, 50 malades. 50 malades, c'est pas beaucoup, mais il n'y a que ça, à ma connaissance, de publier en termes de données françaises. Donc pour des pneumonies qui sont acquises en SSR ou en EHPAD, enfin en SLD plutôt ou en EHPAD, et bah, vous voyez qu'on est un petit peu déçu, hein. Il y avait quelques pneumocoques, une légionelle, et que dans 9 cas sur 10, eh bien, il n'y avait pas de documentation microbiologique, tout simplement parce que c'est en général des patients pour lesquels on ne va pas forcément s'acharner à trouver l'étiologie microbienne, notamment en termes de prélèvement respiratoire, semi-invasif ou invasif, c'est à l'évidence des patients pour lesquels on est vite limité, et donc dans la plupart des cas, on ne sait pas à quoi les patients sont infectés, on les traite de manière probabiliste par des bêta-lactamines, on va dire de première ligne, et ça se passe en général. Alors,
Une diapo sur les carbapénémases. Et là, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de carbapénémase alors qu'on est en train de parler de pneumonie chez les sujets âgés. Eh bien, l'idée, ça va être d'introduire la notion d'épidémiologie locale lorsqu'on appréhende le risque de bactéries multirésistantes chez un patient. Ça, c'est un papier de synthèse de CID de l'an dernier sur l'épidémiologie globale des entérobactéries productrices de carbapénémase. Et vous voyez que globalement, l'Europe est maintenant une zone épidémique, voire endémique. Et ce qui est tout à fait important à voir sur ce papier pour la diapo suivante, c'est que l'Italie, notamment en Europe, est une zone épidémique pour les OXA et les NDM, comme la France, mais c'est surtout une zone d'endémicité pour les carbapénémases de type K. Je vous montre ce papier qui est sorti il y a quelques mois dans Clinical Microbiology and Infection, des pneumonies chez les patients vivant là encore en EHPAD ou en maison de retraite, ou en tout cas en structure médicalisée de long séjour, donc en Italie, dans une région à haute endémicité de PC de type KPC, et vous voyez que c'est absolument délirant. 16% des pneumonies sont causées par des Klebsiella KPC, 4% par des entérobactères carbaires, 2% par des colicarbaires, et globalement, si on additionne tout ça, presque 20% des pneumonies qui survenaient chez ces patients institutionnalisés âgés dans cette étude italienne multicentrique étaient causées par des entérobactéries productrices de carbapénémase. Alors bien évidemment, c'est pas du tout, et heureusement, ce que l'on observe actuellement en France, mais le message est qu'il faut toujours intégrer l'épidémiologie générale, hein. Si vous êtes dans un système de soins hospitalier et d'EHPAD où la prévalence de BMR ou de BHR est très élevée, eh bien, il faudra bien évidemment en tenir compte lorsque vous devrez choisir l'antibiothérapie probabiliste de ces patients s'ils arrivent en réanimation. Alors, on peut ensuite s'intéresser aux pathogènes séparément, et donc on va parler séparément du PIO, des entérobactéries résistantes et des Staphylococcus résistants à la méticine. Alors le Pseudomonas aeruginosa, tout d'abord, les pneumonies du communautaire à Pio, et je pense que Jean-Pierre Bedos vous en a parlé dans son cours sur les PAC sévères, eh bien on en voit. C'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais on en voit, et on a cette série qui est à ce jour la plus large cohorte publiée sur le sujet, donc une série internationale, 54 pays, plus de 3000 malades, avec pneumonie aiguë communautaire, et bien vous voyez que dans cette cohorte, 4% des patients étaient infectés à Pseudomonas aeruginosa, et globalement, c'est peut-être un tout petit poil plus élevé dans les pays chauds, comme l'Asie ou l'Afrique, et peut-être un tout petit poil plus bas en Europe ou aux US, mais enfin c'est à 1 ou 2% près, et globalement c'est relativement homogène d'une région du globe à l'autre. Donc 4% des pneumonies communautaires causées par et le message principal de ce papier, outre la prévalence, c'est bien évidemment les facteurs de risque de développer des pneumonies dites communautaires à Pio. Et en fait, on s'aperçoit que ces pneumonies dites communautaires à Pio sont en général des pneumonies associées aux soins, c'est-à-dire qu'elles surviennent chez les patients qui sont exposés au système de soins ou qui ont des comorbidités sévères, et en particulier des BPCO, ou une dilatation des bronches, hein. Vous savez que c'est des malades qui sont en général facilement colonisés à Pseudomonas aeruginosa et avec des histoires de pneumonie à Pio récidivante, le fait d'être trachéotomisé, donc c'est quand même un marqueur très fort d'exposition au système de soins, et que globalement, si vous n'avez aucun facteur de risque, eh bien, la probabilité d'être infecté à Pio lorsqu'on développe une pneumonie communautaire, elle est de 1 sur 50, 2%. Par contre, si vous cumulez les facteurs de risque, et notamment si vous avez une DDB et que vous êtes connu pour être colonisé au niveau bronchique à Pseudomonas aeruginosa, et bien à ce moment-là, évidemment, le risque d'être infecté à Pio, il est très supérieur, hein, c'est quasiment de l'ordre de 2 tiers. Donc le risque, il est variable en fonction du terrain, en fonction de l'exposition préalable aux antibiotiques, mais c'est surtout les comorbidités respiratoires et surtout une antériorité de colonisation, voire d'infection à Pseudomonas aeruginosa qui augmente de manière très importante le risque d'être de nouveau infecté à ce pathogène.
Et puis il y a un autre travail, toujours de l'équipe barcelonaise, publié dans Chest il y a quelques années maintenant, en 2016, qui retrouve finalement des chiffres tout à fait comparables à l'étude de Restrepo là, que je viens de vous montrer. Donc Barcelone, 5000 malades avec pneumonie aiguë communautaire. On retire là encore les malades avec pneumonie non documentée. On ne garde que ceux avec une culture positive ou en tout cas une identification bactérienne par antigénierie ou autre. Et on retrouve 4%, exactement comme dans la série internationale de Restrepo, 4% de pneumonie à Pio parmi celles qui sont documentées. Hein. Donc encore une fois, il y a la moitié qui ne sont pas documentées. Donc on descend tout de suite à 2% de pneumonie aiguë communautaire à Pio. Et que dans ces pneumonies aiguës communautaires à Pio, eh bien, moins d'un tiers sont causées par des souches multirésistantes, hein, c'est-à-dire qui vont être résistantes à une pénicilline antipio, ou à une céphalosporine antipio, ou à un aminoside, ou à une fluoroquinolone. Et ce qui est important comme message à retenir, mais là encore c'est du bon sens et c'est des choses que vous avez déjà observées dans votre pratique quotidienne, et bien c'est que le risque d'antibiothérapie initiale inadéquate, il est bien évidemment important lorsqu'on a une pneumonie à Pio, parce que si c'est des malades qu'on traite par ceftriaxone, spiramycine ou céfotaxime spiramycine, et bien à l'évidence on n'est pas actif sur Pseudomonas aeruginosa et qu'il y a donc une surmortalité associée à ces pneumonies à Pio. Alors la surmortalité elle est peut-être liée donc à cette probabilité plus importante d'inadéquation de l'antibiothérapie probabiliste. Elle est surtout liée, en tout cas en grande partie liée aussi au terrain sur lequel surviennent ces pneumonies apio. Hein. Évidemment, si vous faites une pneumonie apio sur un terrain de DDB, trachéotomisé sous antibiotiques toutes les 3 semaines, eh bien c'est que le terrain est plus défavorable que si vous faites une pneumonie à pneumocoque à 40 ans avec uniquement du tabac comme facteur de risque et la mortalité s'en ressent. Donc cette surmortalité, j'insiste bien, elle est liée peut-être à la probabilité accrue d'inadéquation d'antibiothérapie probabiliste, mais elle est sans doute en grande partie liée au terrain de cette pneumonie. Les BLSE, on va aller vite parce que finalement, c'est une maladie qui n'existe pas, la pneumonie communautaire à BLSE, pour faire simple. Alors, la problématique, vous la connaissez tous et toutes très bien, c'est qu'il y a une diffusion maintenant globale dans la communauté de ces entérobactéries BLSE. On estime qu'en France, la prévalence du portage intestinal dans la population générale est de l'ordre de 3 à 10%. Cette prévalence semble augmenter de manière continue dans la plupart des régions du globe, et donc maintenant, globalement, quand vous prenez dans la rue, vous avez une personne sur 10 ou une personne sur 20 qui est porteuse dans le tube digestif d'une entérobactérie BLSE, en général, à l'Escherichia coli. Alors, est-ce que ça va se répercuter sur l'épidémiologie des pneumonies entre guillemets communautaires qu'on peut être amené à voir en réanimation? La réponse est non. Il y a quelques travaux qui permettent d'appuyer ça, et notamment ce travail de Kevin Razazi et Henri Mondor, un papier que vous connaissez là encore, j'imagine, toutes et tous très bien, un papier un peu ancien mais qui a été beaucoup cité, une cohorte donc de malades, 600 patients, 15% de portage digestif de BLSE à l'admission, plus de portage évidemment chez les patients qui avaient reçu des antibiotiques dans les mois précédents, et le message à retenir, il est sur la figure de droite, c'est qu'il y a beaucoup de porteurs à l'admission en réanimation, mais que finalement très peu de ces porteurs vont arriver en réanimation avec une infection communautaire à BLSE, et quand c'est une infection communautaire à BLSE, comme des malades en réanimation, en général c'est une infection urinaire, et en tout cas dans cette cohorte, ça n'était jamais une infection respiratoire. Donc beaucoup de portage, mais finalement, sur cette cohorte spécifique de réanimation, qui est une cohorte parisienne, hein, donc c'est vraiment notre épidémiologie à nous, eh bien pas de pneumonie communautaire à BLSE. Bien évidemment que les malades qui restent hospitalisés longtemps vont faire ensuite des pneumonies nosocomiales à BLSE, c'est une autre discussion, mais en tout cas pour ce qui est des pneumonies communautaires dans cette cohorte, il n'y en avait pas. Et ça, c'est un message en soi au vu de l'épidémiologie actuelle de ces entérobactéries productrices de BLSE. Et quand on regarde d'autres cohortes européennes, donc ça c'est une série italienne, et bien vous voyez que quand on regarde spécifiquement les pneumonies, les infections pulmonaires à BLSE, ben encore une fois, des communautaires stricts, il n'y en a pas dans cette cohorte. Et il y a un petit peu de pneumonie associée aux soins à BLSE, en sachant que dans ce travail, tout récent, qui vient de sortir dans l'IGA, ce qui définissait les pneumonies associées aux soins, eh bien c'était essentiellement l'hospitalisation récente, l'antibiothérapie récente ou l'institutionnalisation actuelle du patient considéré. Donc on en voit un tout petit peu
et vraiment de manière très rare. En tout cas, en réanimation, ça semble absolument exceptionnel, et on verra que ça ne justifie pas de prendre en compte cette éventualité dans l'antibiothérapie probabiliste. Et pour ce qui peut peut-être vous aider un petit peu à affiner cette réflexion autour du risque d'infection respiratoire à BLSE, il y a ce papier également tout récent là, qui vient de sortir dans un journal asiatique avec un collectif d'experts internationaux des infections pulmonaires, hein, Restrepo, Wunderink, Martinoch, etc. Une étude ancillaire de l'étude GLIMP que je vais vous montrer après, qui était initialement une étude épidémiologique basée sur les pneumonies à SARM. Et donc dans cette étude ancillaire, les auteurs ont spécifiquement adressé la question des pneumonies dites communautaires à entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération, et vous voyez que globalement, ces entérobactéries résistantes représentent une toute petite proportion, 3193 malades inclus, 38 pneumonies à entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Celles qui sont résistantes tout court au milieu, celles qui ne sont pas MDR, c'est résistant à un seul antibiotique, hein. Donc en gros, si vous avez un coli pénicillinase qui est résistant à l'amoxicilline, il rentrait dans cette case-là. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est les entérobactéries résistantes au C3G. Donc c'est ce qui était considéré MDR dans ce travail, et vous voyez qu'on est en gros à 1% à peine des malades inclus dans cette cohorte. Donc finalement très peu, et le message à retenir, c'est que le principal facteur de risque en analyse multivariée de développer une pneumonie à entérobactéries résistants au C3G, donc BLSE, était d'avoir été déjà infecté avec une entérobactérie BLSE. Hein. Voilà. Si vous avez un malade qui est juste porteur, bon, et qui n'a pas l'antériorité d'infection à BLSE qui se présente, est-ce qu'il faut lui mettre un carbapenem? Eh bien, en tout cas, les recommandations disent que non, on en discutera à la fin. Staph aureus, très rapidement, je voulais juste vous montrer ce papier de TID qui est rigolo, 2016, une grosse étude multicentrique nord-américaine. Donc on est dans un environnement où, par définition, il y a beaucoup de SARM associés, enfin de Community Associated MRSA. Donc ce qu'on appelle nous des SARM communautaires, et donc dans un environnement les États-Unis, où la prévalence des SARM communautaires est élevée. Est-ce qu'on voit beaucoup de pneumonies communautaires à SARM? Eh bien, la réponse est non. Hein, vous voyez, 0,7% des 2259 malades inclus dans cette étude, alors qu'on est vraiment à l'épicentre de la problématique du SARM communautaire, les US. Donc très très peu. Bon. Et on en voyait peut-être un peu plus chez les hémodialysés chroniques, et il peut s'agir chez ces patients-là de souches communautaires ou nosocomiales, peu importe. Mais donc en tout cas, le message à retenir, c'est que dans un pays où vous avez beaucoup de SARM communautaires qui circulent, et c'est notamment une vraie problématique pour les infections de la peau et des tissus mous, hein, aux États-Unis, eh bien, ces pathogènes sont responsables qu'exceptionnellement de pneumonies acquises en dehors de l'hôpital. Et puis donc en France, c'est difficile de dire, les pneumonies à SARM communautaire vrai, c'est à l'évidence absolument exceptionnel. Il n'y a pas de série récente, mais c'est-à-dire les gros services de réanimation, on voit peut-être une tous les ans ou une tous les 2 ans et encore. Et donc il y a cette étude GLIMP là, dont je vous parlais tout à l'heure avec l'étude ancillaire sur les entérobactéries, qui était donc primitivement une étude de prévalence un jour donné sur les pneumonies chez les patients non hospitalisés, pneumonie à SARM, hein, donc encore une fois, 200 hôpitaux, 50 pays, donc une très grosse étude, Lancet Infectious Disease 2016, et en France, eh bien, vous voyez que dans cette étude, on estimait la proportion de pneumonies survenant chez des patients non hospitalisés et impliquant des SARM à moins de 2%, 1,6%, donc c'est de toute évidence extrêmement rare, et là encore, ça ne justifie pas de mettre du linezolide ou une autre molécule active sur les SARM pour tout patient qui se présente en réanimation avec une pneumonie communautaire, bien évidemment. Et un point important, si vous avez par exemple un malade hémodialysé chronique qui se présente chez vous et que vous vous posez la question de couvrir le SARM sur un tableau d'infection pulmonaire, c'est de savoir s'il a un dépistage nasal régulier dans son centre de dialyse, parce qu'on sait que ça a une excellente valeur prédictive négative, hein. C'est comme le portage intestinal pour les entérobactéries multirésistantes. S'il n'y a pas de portage nasal de SARM, eh bien, vous pouvez en pratique exclure cette éventualité et en termes d'antibiotiques stewardship, ne pas couvrir ce pathogène avec votre antibiothérapie initiale. Donc, tout ça, c'est applicable que si, bien évidemment, vous disposez à l'admission du patient en réanimation d'un dépistage nasal récent sur le serveur de votre hôpital ou sur le dossier papier du patient.
Voilà, donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, eh bien, le risque de bactéries multirésistantes chez un patient qui développe une infection pulmonaire, il va dépendre de beaucoup de choses. Il va dépendre de facteurs directement liés à la prise en charge médicale. Et donc, encore une fois, j'insiste lourdement sur le poids de l'antibiothérapie récente, et notamment pour Pseudomonas aeruginosa, le terrain également sur lequel surviennent ces pneumonies. Et je vous rappelle à nouveau, terrain pulmonaire chronique et notamment DDB et BPCO évolué pour Pseudomonas aeruginosa. Et puis le fait d'avoir une colonisation antérieure, voire une infection préalable avec l'une de ces bactéries multirésistantes qui constitue là par contre un facteur de risque fort de se réinfecter à nouveau avec le même SARM ou le même PIO, ou éventuellement la même enterobactérie multirésistante. Qu'est-ce qu'on fait comme antibiotique, hein, après avoir discuté de tout ça, bah, finalement, c'est pas très simple. Est-ce qu'on a des recommandations européennes sur le sujet? Les recommandations européennes les plus récentes sur la prise en charge des pneumonies communautaires, elles datent de 2005, donc on peut considérer qu'elles ne sont plus à jour, elles sont en cours d'actualisation. Euh, la Société européenne de maladies infectieuses et de microbiologie clinique est en train de réactualiser ces recommandations, et donc pour l'instant elles ne sont pas sorties, donc on ne peut pas se baser là-dessus, ça n'est plus valable. L'épidémiologie a quelque peu changé quand même. Donc on va se baser sur les recommandations américaines pour commencer, qui elles viennent de sortir. L'actualisation des recommandations donc, de 2005, hein, ces fameuses guidelines de 2005 qui ont été le point de départ de toute cette littérature sur les pneumonies associées aux soins, viennent d'être actualisées. Le papier est sorti dans les GRCCM au début du mois d'octobre, et le papier commence avec un tableau qui compare les recommandations anciennes et les recommandations actuelles. Et l'une des différences majeures, eh bien, c'est que euh, le concept de ces Healthcare Associated Pneumonia, donc ces pneumonies associées aux soins, doit être abandonné. Voilà, pendant 15 ans, tout le monde a surfé dessus, il y a eu des dizaines et des dizaines de papiers publiés, et 15 ans après, l'IDSA dit bon, on arrête avec ça, effectivement, c'est pas fiable, c'est pas spécifique, ça part dans tous les sens, ça induit une surconsommation probabiliste d'antibiotiques à large spectre qui n'est pas justifiée au vu des données de la littérature internationale actuelle, et donc il faut arrêter de raisonner en termes de facteur de risque global de BMR, il faut raisonner spécifiquement en termes de facteur de risque de SARM d'une part, et de bacilles à gram négatifs multirésistants, et en particulier de Pseudomonas aeruginosa d'autre part. Et que disent ces recommandations? Eh bien, en fait, tout va dépendre de la sévérité du patient. Donc, en haut, vous avez les formes non sévères, et globalement, pour les formes non sévères, il va falloir traiter en probabiliste le SARM ou le PIO si il y a un antécédent de colonisation ou d'infection respiratoire à PIO ou à SARM. Par contre, si le malade n'a jamais été colonisé, ou en tout cas s'il n'est pas connu pour être colonisé, et s'il ne s'est jamais infecté avec l'un de ces pathogènes, le simple fait d'avoir été exposé aux antibiotiques ou d'avoir été hospitalisé récemment, si la pneumonie n'est pas sévère, ne justifie pas de traiter systématiquement en probabiliste avec des molécules actives sur ces deux pathogènes. Par contre, et c'est ce qui nous intéresse nous, réanimateurs, c'est la ligne du bas, dans les pneumonies sévères, et bien là, il faut être large pour couvrir ces germes-là, et donc notamment pour le PIO. Si vous avez encore une fois déjà été infecté, ou si vous êtes connu pour être colonisé à PIO, il faut le couvrir avec votre antibiothérapie probabiliste. Si vous avez récemment reçu des antibiotiques, vous avez été récemment hospitalisé, mais surtout, encore une fois, j'insiste, si vous avez récemment reçu des antibiotiques et que vous êtes en choc septique sur une pneumonie hypoxémiante en ARDS, eh bien, il va falloir sérieusement se poser la question de mettre une bêta-lactamine active sur Pseudomonas, qui sera bien évidemment toujours une bêta-lactamine également active sur les autres pathogènes qu'on voit dans les pneumonies communautaires. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de la ceftazidime en première intention sans couvrir le pneumocoque ou le Staph aureus, par exemple, hein, quand même couvrir le pneumocoque, donc la septa, c'est pas une bonne option. Qu'est-ce qu'on a comme bêta-lactamine qui vont être actifs sur Pseudomonas aeruginosa, on va dire sauvages ou peu résistants, et actifs sur les pathogènes classiques des pneumonies communautaires, donc notamment le pneumocoque, mais donc aussi les hémophilus, etc. Bah, ça va être par exemple le piperacillin tazobactam ou le cefepime. Et puis pour ce qui est des SARM, bah, même chose, bon, on est dans un environnement hospitalier en France où finalement il y a assez peu de SARM qui circulent. Donc bon, le fait d'avoir été hospitalisé ne justifie pas, à mon sens, de mettre une molécule anti-SARM d'emblée si on n'a pas un peu plus de data. Par contre, s'il y a une colonisation documentée ou encore une fois un antécédent d'infection à SARM, et bien à ce moment-là, oui, dans une forme sévère, il va falloir débuter de manière probabiliste une molécule active sur ce pathogène.
Et pour ce qui est des recommandations françaises, alors bon là c'est un petit peu à la marge, mais vous savez que l'HAS a publié récemment avec la SPILF et la SRLF des recommandations sur l'antibiothérapie, des infections entérobactériques multirésistantes et Pseudomonas aeruginosa chez l'adulte. Alors, il y a deux messages à retenir de cette diapositive. La première, c'est que les experts de l'HAS, du groupe de rédaction des recommandations, écrivent noir sur blanc, mais c'est un accord d'experts, qu'il ne faut pas couvrir, enfin qu'il ne faut pas utiliser de carbapénem dans le traitement probabiliste d'une pneumonie communautaire, quelle que soit sa gravité. Donc, de manière subliminale, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne doit pas prendre en compte les BLSE dans le choix de l'antibiothérapie probabiliste d'une pneumonie communautaire, quelle que soit sa gravité. Bon, effectivement, les données françaises montrent que ces pneumonies, ben, on n'en voit pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Si vous avez un patient qui est porteur connu de BLSE, qui s'est déjà infecté avec une BLSE et qui arrive en choc septique et qui est sur le ventre à 3 mg de noradré, bon, les recommandations c'est une chose, mais je pense qu'en garde, beaucoup d'entre vous craqueront et mettront quand même un carbapénem. L'important c'est de réévaluer peut-être à H24 ou H48 sur les cultures et de désescalader très vite. Enfin, si le malade est en train de mourir et qu'il est connu pour être porteur de BLSE, bon, je ne sais pas qui mettra uniquement de la ceftriaxone chez ce patient, à voir. En tout cas, les recommandations, c'est de ne pas mettre de carbapénem. Après, chacun fait comme il veut, la nuit en garde. Et pour ce qui est des infections à Pseudomonas aeruginosa, là, le tableau, il est un petit peu détourné parce que c'est un tableau qui est plutôt destiné aux pneumonies nosocomiales, mais l'important, c'est de voir ce qui est en bas, c'est-à-dire les facteurs de risque documentés, en tout cas retenus par le groupe de rédaction d'infection apio, et on retrouve les mêmes finalement que dans les travaux américains, BPCO sévère, dilatation des bronches, mucoviscidose, antécédent de colonisation apio, et puis a fortiori antécédent d'infection à Pseudomonas aeruginosa. Et encore une fois, dans ce cas-là, on est rarement sur des souches d'opio multirésistantes, donc ne partez pas sur des molécules de dernière ligne, le cefepime ou piperacillin-tazobactam feront bien l'affaire. Souvenez-vous encore une fois que la ceftazidime n'est pas active sur le pneumocoque et qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le pneumocoque, ou alors à ce moment-là il faudra rajouter une fluoroquinolone active sur le pneumocoque. Bon, donc en pratique, pour arriver à la fin de ce diaporama, faut-il couvrir les BLSE? Donc non, hein, mais encore une fois, forme très très sévère avec un patient colonisé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais la recommandation est de ne pas prendre en compte les BLSE dans les pneumonies. Effectivement, c'est archi que c'est fait, mais enfin, la fois où ça arrivera, euh, voilà. Le spectre doit-il inclure Pseudomonas aeruginosa? Alors oui, et oui, et oui, et encore oui, s'il y a des facteurs de risque qui sont donc bien documentés, on les a vus longuement au cours de ce diaporama. Non dans les autres cas. Faut-il couvrir les SARM dans une pneumonie associée aux soins? Oui, si le portage est documenté ou s'il est fortement suspecté. Non dans les autres cas. Le spectre doit-il inclure d'autres BGN non fermentants multirésistants comme Stenotrophomonas maltophilia ou Acinetobacter baumannii? Là, la réponse est clairement non. Hein. Peut-être que dans des pays très chauds, où on voit plus d'infections communautaires à BGN non fermentants, hein, ça peut se discuter, mais en tout cas en France, non. Et le spectre doit-il inclure les bactéries intracellulaires, les Génoclavidia mycoplasmes? Toujours, même si dans ces pneumonies associées aux soins, eh bien, mathématiquement, le dénominateur lié aux infections apio ou à staph ou entérobactéries fait qu'on voit moins de bactéries intracellulaires que dans les cohortes de pneumonie aiguë communautaire, on va dire classiques, sans facteur de risque par ailleurs. Deux diapos sur le pronostic parce qu'on a déjà un petit peu parlé puis qu'on peut pas tout en revue, mais il y a un message très simple que je voulais à nouveau vous faire passer sur ce papier de Chest de Jordi Hero qui a quelques années, mais qui est tout à fait informatif. Et qui montre quoi? Qui montre qu'à sévérité identique selon le PSI, le Pneumonia Severity Index, eh bien la mortalité, elle est très supérieure dans les pneumonies associées aux soins par comparaison aux pneumonies communautaires. Donc on a des pneumonies avec sensiblement les mêmes bactéries, qui ont la même sévérité clinique en termes de PSI, et pourtant la mortalité est très supérieure. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, et on l'a déjà discuté un petit peu tout à l'heure, c'est lié au terrain sur lequel surviennent ces pneumonies. Hein, si le malade a été hospitalisé 3 fois dans les 3 mois précédents, qu'il a pris 2 fois des antibiotiques dans les 2 mois précédents, qu'il a une BPCO très évoluée et qui vit en EHPAD, bien évidemment qu'à baseline et à sévérité identique, le pronostic ne sera pas le même que celui d'un patient de 60 ans qui a le même pathogène et le même score SOFA à l'arrivée en réanimation. Le pronostic ne sera pas le même en termes de mortalité hospitalière.
Hein. Et puis il y a beaucoup de ces malades d'ailleurs qui, encore une fois, ne relèvent pas forcément d'une prise en charge en réanimation, non pas sur la sévérité, mais sur le terrain, hein, encore une fois. Et puis un autre point qui découle directement de ce que je viens de vous dire, eh ben, c'est que c'est les malades qui sont bien sûr plus fréquemment réhospitalisés au décours de l'épisode d'infection pulmonaire que ceux qui ont une pneumonie communautaire, on va dire stricto sensu. Et là encore, la fréquence de ces réadmissions, elle n'est pas liée au caractère associé aux soins ou non de la pneumonie, elle est liée au terrain. Ces pneumonies surviennent. Donc pour conclure, et rester en dessous des 60 minutes de cours prévues, la probabilité de BMR elle est très variable selon les facteurs de risque et l'écologie régionale, on l'a vu. La seule certitude en termes de choix d'antibiothérapie probabiliste dans les pneumonies graves, c'est qu'il faut couvrir le PIO lorsqu'il y a des facteurs de risque. Donc on les a vus longuement. Les pneumonies hors hospitalisation à SARM sont de toute évidence exceptionnelles en France, mais il faut continuer à les couvrir si il y a un portage documenté ou fortement suspecté. Donc si vous avez un malade qui arrive d'une institution où il y a une épidémie de SARM en cours, ou qui est hémodylysé chronique dans une unité de dialyse où vous savez qu'il y a des problèmes d'hygiène et de transmission croisée de SARM, eh bien oui, il faudra mettre une molécule anti-SARM en probabiliste. Dans les autres cas, à l'évidence, ça n'est pas indispensable, loin de là. Les pneumonies à entérobactéries BDSE, donc elles sont archi exceptionnelles. Voilà. Donc on n'en tient pas compte dans le choix du traitement probabiliste avec éventuellement les petites limites dont on a discuté tout à l'heure. Un point important, et vous aurez un cours entièrement dédié à ce sujet au cours du DU, c'est que typiquement on est dans une situation où les outils de diagnostic microbiologique rapide pourraient apporter quelque chose hein, sur un prélèvement respiratoire profond. Si vous avez rapidement la réponse de savoir s'il y a du staph doré ou pas, s'il est MECA+, ou MECA-, ou de savoir s'il y a du PIO ou pas, ça pourrait théoriquement aider à l'optimisation de l'antibiothérapie probabiliste, c'est-à-dire à affiner dès le début le traitement et à ne pas taper trop large. Je parle au conditionnel parce qu'on a donc, vous le savez, ces outils qui arrivent sur le marché, mais on manque encore beaucoup d'études de validation clinique de la vraie vie, hein, et donc on a besoin de ce type de travaux pour savoir si oui ou non ces nouveaux outils peuvent apporter quelque chose pour ces malades communautaires like, mais qui ont par ailleurs des facteurs de risque de BMR. Et puis j'insiste encore de manière importante sur le fait qu'il est fondamental, au moins dans les formes graves, de documenter ces pneumonies, parce que si vous ne documentez pas ces pneumonies, vous ne pourrez pas désescalader. Vous allez mettre en route une bithérapie et peut-être même une trithérapie très large à l'admission du patient en réanimation. Si vous ne vous acharnez pas à documenter l'infection sur le plan microbiologique et que vous n'avez pas une culture avec un antibiogramme pour désescalader à G2 ou J3, bien vous allez être parti pour une semaine de traitement à large spectre, alors qu'à la base c'était peut-être un pneumocoque ou un hémophilus parfaitement sensible. Donc il est fondamental vraiment de faire, comme pour toutes les pneumonies graves d'ailleurs, un bilan diagnostique microbiologique complet pour avoir des données pour pouvoir désescalader sereinement à J2 ou à J3. Le pronostic, on l'a vu, il est conditionné par la sévérité et les comorbidités. Et puis, encore une fois, et ça c'est un message aussi important, c'est que il ne faut pas rentrer les immunodéprimés dans ces classifications de pneumonie associée aux soins parce que c'est vraiment une démarche diagnostique et une démarche thérapeutique également qui est bien évidemment complètement différente. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre attention et suis à votre disposition pour des questions et encore une fois mon adresse mail est sur la diapositive d'introduction de ce diaporama. Voilà, bonne journée à toutes et à tous.